Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Alors on a vérifié, cette dame en japonais dit qu'elle est très étonnée que ce monsieur ait l'air tellement content d'être là. Mais il est sur Europe 1, c'est tout à fait normal, madame. Il est 18h51, Le Monde dans votre radio. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. On va parler vanille ce soir. Et c'est la plus connue, évidemment, dont on va parler. C'est la vanille de Madagascar. C'est une de nos épices préférées en France. La vanille, c'est une épice, oui. Au point qu'elle est devenue une denrée précieuse qui attire toutes les convoitises et même les criminels. Exactement. Et pour comprendre cette pression sur les gousses de Madagascar, il faut savoir que plus de 80% de la vanille mondiale vient de la Grande Île. Elle est cultivée au nord-est du pays sur 65 000 hectares. Et ces 5 dernières années, les prix ont flambé. Ils ont été multipliés par 10. Le kilo de vanille se négocie autour de 400 € aujourd'hui. C'est devenu l'épice la plus chère du monde après le safran. Essentiellement pour de mauvaises raisons, les aléas climatiques, les cyclones notamment, qui ont affecté certaines récoltes et créé la rareté, et une situation sur laquelle se sont greffées toutes sortes de corrompus. On parle des guerres de la vanille à Madagascar. Alors pour le coup, quelles sont ces guerres? Alors la criminalité d'abord a grimpé en flèche, les voleurs de récoltes sévissent, les cultivateurs se défendent et tout ça finit souvent dans le sang à coups de machette. Certains négociants recrutent même des gardes armés pour surveiller leurs entrepôts et escorter la marchandise jusqu'à l'aéroport. Une connexion s'est faite avec une autre mafia, celle qui trafique le bois de rose, une essence rare et protégée, très prisée en Asie. Le marché de la vanille étant très dynamique, les trafiquants de bois de rose l'ont investi pour blanchir leur fortune, et souvent avec la connivence de politiques locaux qui se servent au passage. Et cette spéculation, elle a des conséquences, je veux dire, à la fois sur la production et sur les cultivateurs? Oui, évidemment. Il faut garder en tête que 92% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, pour ne pas se faire piquer leur récolte, les producteurs de vanille ont tendance à récolter trop tôt, finalement, pour les arômes. Certains conditionnent aussi les gousses sous vide pour qu'elles se gorgent d'eau. Alors, ça gonfle artificiellement leur masse. Mais là encore, la qualité en prend un coup et du même coup, la réputation de la vanille malgache. Enfin, dégât collatéral de cette bulle spéculative, la déforestation sauvage, pratiquée par certains pour planter un peu plus de vanille et augmenter leurs revenus dans une forêt censée être protégée et qui abrite des espèces en danger. Oui, voilà les dessous souvent violents d'une épice pourtant si douce au palais. Oui. On aime tous la vanille de Madagascar, produite d'ailleurs essentiellement là-bas. Hein. Exactement, 1500 à 2000 tonnes par an sont produites à Madagascar. Merci pour cette info. En plus, sur ce, on file au Japon, où pour découvrir une nouvelle génération, vous connaissez sans doute les digital natives, sont les enfants du numérique, sont nos enfants, hein, si vos gosses ont entre 20 et 30 ans, voilà, et plus petits aussi. Le Japon découvre avec une petite angoisse la nouvelle génération qui est la génération tactile. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Alors les tactiles sont les jeunes qui n'ont connu que le portable, donc c'est une nouvelle fracture numérique. Oui, parce que ces jeunes passent tellement de temps sur leur smartphone qu'ils ne savent plus se servir d'un ordinateur. C'est ce qu'ont constaté des organismes qui aident les étudiants à trouver un petit boulot. Beaucoup de ces jeunes ne savent même plus ce qu'est un clic gauche ou un double clic, ou alors un tableur de type Excel. C'est pareil pour la programmation informatique ou pour la création de sites internet. Des études montrent que les jeunes japonais font moins bien que les Sud-Coréens, les Chinois et les Américains de leur âge. Et on sait combien de temps ils passent sur leur portable ? Ah oui, c'est énorme. Temps estimé 4 à 7 heures par jour selon l'âge. Et même 10 heures, voire plus pour certains lycéens. Les tout-petits ne sont pas épargnés. Ici, 28% des bébés de moins de 2 ans utilisent déjà un smartphone quotidiennement. Ouais. Les jeunes japonais sont les plus grands utilisateurs au monde des jeux en ligne et des messageries gratuites instantanées. Et dans 8 cas sur 10, c'est via un smartphone. Donc ils ont un peu oublié comment fonctionne un ordinateur. J'imagine qu'il y a des solutions. La solution, c'est de proposer plus souvent aux élèves en classe des tablettes et des ordinateurs. Mais alors ça aggrave un autre problème, c'est l'écriture. Beaucoup de jeunes ne savent plus écrire les idéogrammes, car les SMS se rédigent en alphabet. Alors une liste d'idéogrammes s'affiche automatiquement et il suffit de sélectionner celui qui correspond à ce qu'on vient d'écrire. Beaucoup peinent aussi à lire ces idéogrammes. Et donc un collégien sur 4 n'arrive pas toujours à déchiffrer ses manuels scolaires. C'est incroyable. Tout simplement parce que ces jeunes, rivés du matin au soir à leur téléphone, n'ouvrent plus jamais un bouquin. Je vous donne un dernier chiffre assez consternant. Ici, un étudiant universitaire sur 2 consacre 0 minute par jour à la lecture d'ouvrages sans lien avec ses cours. Ça, c'est au Japon. Je vous rappelle que les digital natives, ça a commencé au Japon et aux États-Unis, qui sont chez nous maintenant. Hein. Donc, je vous dis juste gaffe. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Bernard Delattre à Tokyo, donc pour Europe 1. Un mot encore, Sophie, en bref, de la Suisse et du canton du Valais, où les animaux sauvages meurent d'épuisement en ce moment. Et ça inquiète beaucoup les autorités. L'hiver a été très rude et la faune manque de nourriture et est fatiguée. D'où ce chiffre que j'ai trouvé très étonnant. Depuis le 1er janvier, pas moins de 980 dépouilles de cerfs, de chevreuils ou d'autres chamois
ont été trouvés dans le canton. C'est le double de l'an dernier. Alors des zones de tranquillité ont été mises en place pour protéger les bêtes et la population est priée de ne pas les déranger. Merci Sophie. Europe 1.